Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Arsenal French Club. Aujourd'hui est un jour particulier pour moi car j'ai l'honneur de vous présenter un épisode hors série avec un invité XXL. J'espère qu'il sera le premier d'une longue série. Comment le présenter? Vraie légende du foot français, notamment champion du monde avec France 98, champion d'Europe en 2000. Il réalise également un doublé historique en 98 avec Arsenal en remportant et la Première Ligue et la Cup. Milieu de terrain à la queue de cheval remarquable. Je parle bien entendu de sa coiffure, nous ne sommes pas intimes dans le vestiaire. Mm. Chouchou officiel de Bernadette Chirac lors de l'épopée 98. Il aura marqué pour moi ses années foot par ses qualités au-dessus de la moyenne, mais aussi déjà par son franc-parler. Arsène Wenger le surnommera l'emmerdeur, un qualificatif qui le suivra de l'AS Monaco, terre de ses premiers pas en tant que professionnel, jusqu'à Highbury, où il proposera, à mes yeux, toujours, selon moi, ses plus belles années foot, aux côtés notamment de son compatriote Pat Vieira. Auteur, apprenti chanteur, par respect pour mon invité, j'évoquerai pas cette parenthèse assez angoissante de sa vie probablement. Et désormais consultant RMC, c'est avec plaisir que je vais essayer de partager avec vous, auditeurs, son parcours, ses souvenirs et ses perspectives sur le monde du football. Emmanuel Petit, bienvenue. Salut. J'espère que l'introduction est à la hauteur de l'invité. C'est la Oui, première fois il que y je a poste. juste un petit truc qui, en fait, on dirait que c'est une peau de crocodile, hein, ça a du mal à partir, mais ça reste comme un stigmate depuis longtemps. C'est mon franc-parler, je le revendique, mais à chaque fois quand les gens m'en parlent, j'ai l'impression que c'est négatif. Euh, Alors vous verrez que Avoir un franc-parler, c'est une chose, mais dire des choses cohérentes et argumenter justement sur des choses ou débattre aussi sur certaines choses, c'est autre chose. Donc à ce niveau-là, oui, j'ai un franc-parler. et du coup, c'est dans ma présentation, c'est quelque chose qui, pour moi, est quelque chose de très positif et qui n'est pas pris comme quelque chose de négatif ou qui pourrait vous desservir. En tout cas, mais c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié et notamment encore maintenant dans votre rôle de consultant. Pour m'accompagner, Manu, j'ai demandé à l'un des co-animateurs du podcast d'être également présent. Il connaît rien au foot, il est juste drôle, et je me suis dit que si je devais m'évanouir, bah, ça serait vraiment bien qu'il soit là. Mais Chad, salut. C'est pas bien ce que tu fais. C'est vraiment pas bien ce que tu fais, Raoul. C'est un ambianteur de vestiaire, c'est ça? Non, Ah, alors, l'ambiance tout court, il a jamais vu de vestiaire de foot non plus. Ah, d'accord, ok. non, alors, et comment je suis censé répondre à ça, Raoul? Je Tu sais dis pas. bonjour. Bonjour, merci, Manu aussi, je vous appelle du coup, merci Bonjour. pour votre présence. Et c'est un vrai honneur pour nous. Et justement, je reviens sur l'épisode du franc-parler. C'était aussi une volonté pour nous d'avoir des personnes qui puissent s'exprimer librement et comme vous pour pouvoir avoir une autre vision, parfois de réponses stéréotypées que l'on peut avoir Ouais, enfin, des je footballeurs ou des dirais anciens que footballeurs. l'époque a changé, donc il y a de plus en plus de Manu Petit quoi, dans la société. Oui, même si les réponses sont quand même toujours Je sais pas si c'est une bonne très bien chose en faites, fait quoi. pour nous, mais bon. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Manu. Le franc-parler, ça fait aussi partie de l'ADN de ce podcast-là, puisque vous l'aurez compris de par le nom, Arsenal Friends Club, on est une asso de bénévoles qui traite de l'actualité ou du passé d'Arsenal à travers un site web, à travers des articles très complets, à travers un podcast également. Et on a beau être supporter et fanatique d'Arsenal, on sait dire quand on n'est pas bon, on sait dire quand un joueur est moins performant, etc. Et du coup, ça fait partie un petit peu de l'ADN. Et ben, vous avez toute votre place dans ce podcast. On va rentrer dans le vif du sujet, Manu, si vous voulez bien. Ouais. Euh, J'aimerais comment dirais-je, diviser ce podcast en plusieurs éléments et commencer celui-ci avec vos débuts dans le foot. Alors, je vous cacherai pas que quand j'ai appris que vous me donniez votre accord pour un podcast, j'ai acheté vos bouquins. Les deux principaux, la bio et l'autre sur votre rôle de consultant. Après, généralement, je suis assez fringant de ce genre de livre-là, mais je savais pas que vous en avez sorti un, pardon. Et donc, Mm. du coup, il y a des choses qui sont relativement fraîches, même si cette bio a été écrite, j'ai pas l'année, mais elle doit quand même dater un petit peu. Et donc, du coup, je vais souvent rebondir sur ce que vous avez pu écrire
à l'époque Mm. pour animer ce podcast-là, et il y a certainement des choses qui ne sont plus vraies aujourd'hui, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Ok. Euh, à la lecture de ce bouquin et de la documentation que j'ai pu faire sur vous, euh, si je devais vous définir, je dirais que vous avez des facilités dans le foot, mais que vous n'étiez pas conditionné à devenir joueur pro. Je m'explique. Je pense notamment à votre première expérience. Alors, si je me trompe pas, c'est 11 ans. Vous partez en sport-études, pas très loin de la maison, je Mhm. crois. Mais c'est une expérience qui n'est pas forcément très enrichissante pour vous et dont vous mettez un terme assez rapidement parce qu'il y a cet éloignement avec votre famille qui fait que ben, vous le sentez pas et que vous décidez de revenir, on va dire, dans un système scolaire traditionnel. Euh, Moi, quand je lis ça et quand je compare à aujourd'hui où les enfants à l'âge de 6 ans sur les bords du terrain, on a l'impression que c'est tous des futurs Mbappé à travers le regard des parents et de l'éducation que les parents en donnent. Je trouvais ça assez atypique. Euh, Sachant que après vous repartez à Monaco, je crois, à 13 ou 14 ans, en centre de C'est ça. formation, c'est Mm. ça? Du coup, je voulais voir avec vous, il y a eu quoi entre ces deux phénomènes, deux épisodes, 11 ans, un sport-études pas très loin, sachant que vous venez de la région, je crois, Dieppe, ouais, Dieppe, Normandie. Normandie, voilà. Donc du coup, le sport-études pas très loin de la maison, ça se passe mal, mais derrière, 2 ans après ou 3 ans après, c'est Monaco. Il y a quand même, Ouais, assez rapidement d'ailleurs, hein. Donc, ouais, alors j'aimerais revenir sur une chose. Non, j'ai toujours été prédisposé, hein, à être footballeur professionnel. Ça a été mon rêve depuis gamin, depuis que j'ai touché un ballon en fait. Il a fallu que je fasse un choix entre la natation, parce que j'étais très doué dans la natation également, et en fait je voulais faire du sport. Je m'ennuyais à l'école. Je faisais le strict minimum pour satisfaire mes parents, mais j'étais un élève moyen. J'avais pas vraiment d'ambition, j'étais pas persévérant. Je passais mon temps à regarder à travers la fenêtre de l'école, et je m'imaginais en train de courir, jouer au ballon dans les champs à côté. Et c'est ce que je faisais tous les soirs en rentrant, une fois que j'avais fini terminé mes devoirs à la maison, donc au désespoir de mes parents, parce qu'on faisait des matchs improvisés aussi dans la maison, on cassait les vases, on cassait des chaises, on cassait tout un tas de trucs. Avec mes frères, c'était des parties endiablées, et ça se finissait souvent à coups de tarte et de coups de poing, parce qu'on était des mauvais perdants. Mais j'étais prédisposé. Et oui, à Saint-Valery-en-Caux, quand je suis parti à 11 ans, c'était un sport-études. À l'époque, c'était pas du tout les infrastructures et le développement aujourd'hui que l'on peut avoir au niveau national et au niveau territorial. Il y a énormément de débouchés aujourd'hui pour repérer des jeunes joueurs. Nous, à notre époque, c'était très, très compliqué et laborieux. Fallait participer aux équipes régionales, après aux équipes nationales, départementales et nationales, représentées dès le plus jeune âge. Et quand je suis parti à Saint-Valery-en-Caux, effectivement, ça s'est très mal passé parce qu'à l'époque, il y avait encore le mélange entre les jeunes et les anciens. Il y avait encore cette connerie de tradition qui était le bizutage, et ça s'est pas vraiment bien passé avec moi parce que j'en ai emplâtré plusieurs. Et donc après ça, j'aimais pas non plus les séances d'entraînement que je trouvais beaucoup trop viriles et pas assez footballistiques. Enfin bref, c'était encore à l'époque où voilà, il fallait voir des hommes sur le terrain, quoi. Et donc j'ai quitté. C'était à 50-60 km de chez mes parents. Je les voyais que le week-end. Effectivement, à chaque fois qu'ils me déposaient, je pleurais, mais pas parce que il y avait la rupture familiale, même si c'était aussi pesant. Mais c'était surtout parce que je ne me plaisais pas du tout et que j'avais qu'une envie, c'était de me barrer en fait. Et mais j'avais l'intime conviction au fond de moi que c'était partie remise. Je me devais une revanche à moi-même, et j'ai choisi en fait à l'époque, 2 ans plus tard, je suis devenu minime. Et c'est là où j'ai commencé à faire toutes les sélections et j'ai représenté l'équipe de France Coupe du Monde. J'ai été surclassé également avec les cadets. Donc j'ai fait pas mal de parcours sur les 2 années qui ont suivi au niveau minime. Et c'est à ce moment-là, lorsque j'ai commencé à faire les stages de présélection et de sélection des équipes de France minimes et cadets, que beaucoup de clubs professionnels sont arrivés. Il y a notamment eu Monaco avec en son sein Monsieur Pierre Tournier et Paul Pietri, deux grands formateurs du foot français. Pierre Tournier il a sorti je sais pas combien de joueurs à Sochaux. Bref, tout ça pour dire que j'ai choisi l'AS Monaco, la destination la plus éloignée de chez moi, pour me prouver déjà que c'était pas l'éloignement géographique qui était pesant et la rupture familiale, même si ça a été très pénible, hein. Je pleurais souvent en centre de formation à Monaco. Je me retrouvais seul, hein, un Normand à Monaco. Vous vous rendez compte, quoi, c'est deux mondes complètement opposés.
Mais je voulais en fait m'assurer d'avoir les meilleures garanties en termes de formation avec Monsieur Pertonnier et Monsieur Pietri. C'est pour ces raisons, en fait, et j'ai découvert un club extrêmement familial avec Monsieur Campora, le président, Monsieur Biancheri, paix à son âme, mais des gens extrêmement humains, Monsieur Petit également. On n'a pas de lien familial, mais il est décédé aussi récemment, paix à son âme. Donc oui, j'ai choisi ça pour prouver que je me devais une revanche, en fait. Ouais, c'est super, hein. C'est super intéressant parce que je pense qu'effectivement, vous n'avez pas fait le choix de la facilité parce que quand on intègre les équipes de jeunes, et vous parlez de Coupe du Monde de jeunes, etc., je pense que les sollicitations Bah, sont légion. imagine aujourd'hui un jeune joueur qui pointe son nez dans les sélections minimes nationales ou quoi que ce soit et commence à faire des compétitions internationales. Aujourd'hui, il y en a plein, hein. Montaigu, il y a plein de tournois internationaux. À notre époque, c'était pas vraiment le cas, donc c'était vraiment très compliqué pour accéder à l'élite et y rester en fait. Donc c'est beaucoup plus facile pour les jeunes aujourd'hui, même si j'admets qu'il y a quand même beaucoup plus de pression sur certains aspects sur les générations actuelles qu'à notre époque. Est-ce que vos parents, d'ailleurs, je vais quand même noter, Méchal, que tu as un point commun avec Manu, c'est que vous avez fait de la Les natation. cheveux? Et vous, Non, c'est pas mal. Ah non, c'est pas ça. non, vous étiez doués en natation tous les deux, tu vois. C'est vrai, tu vois. Voilà. Je me Ça, je savais pas, raccroche mais à ce que voilà. je peux. Exactement. Accroche-toi bien. Non, Euh, mais je sais pas si vous connaissez Stéphane Caron, le nageur normand, Oui, qui a bien été un sûr, grand nageur bien en sûr. France. Lui, il a bercé aussi mon enfance et je regardais ses exploits sur FR3 Normandie. Enfin bref, j'étais bercé par des exploits de. Il y a beaucoup de grands sportifs qui sont de Normandie dans différentes disciplines et je me suis souvent inspiré d'eux. Ouais. et du coup, je reviens à ma question. Est-ce que, malgré le fait que vous soyez encore très jeune quand vous partez à Monaco, est-ce que la décision, le choix du club, vos parents vous ont laissé faire ce choix Oui, en... oui, Ouais. il y avait une condition en fait. Mes parents ont toujours accepté mes choix. C'est toujours moi qui prenais les décisions finales. Mais il y avait, en ce qui concerne la volonté de partir à Monaco à l'autre bout de la France, enfin même si Monaco n'est pas français, c'était un choix délibéré, mais avec une condition, c'est que je suive un cursus scolaire normal et que je ne sois pas intégré au centre de formation, qu'à l'époque, les centres de formation se développaient au sein des clubs professionnels, mais c'était les toutes premières étapes. Ça n'a Mm. rien à voir à ce qu'on voit aujourd'hui. Nous, il fallait choisir un bac professionnel. Il y avait très peu de débouchés et à chaque fois, les profs venaient au stade, dans des petites salles, nous faire des cours et c'était comme ça toute la journée et c'était entrecoupé l'emploi du temps avec 2 entraînements par jour. Donc, c'était très, très dur, mais j'ai choisi la difficulté la plus grande encore. C'était d'aller au lycée Albert Ier, c'est-à-dire que j'étais un des rares du centre de formation à avoir choisi de continuer une scolarité normale, en plus de faire les entraînements. Je faisais pas 2 entraînements par jour parce que la scolarité est toute la journée, mais dès que je rentrais, j'avais entraînement et après, quand je rentrais, le soir, dîner, devoir, dodo. C'était ça, en fait, dès l'âge de 13 ans. Il a fallu que je sois beaucoup plus mature et que, en fait, que ma passion soit prime sur tous les sacrifices ou toute la difficulté que je pouvais rencontrer, quoi. Ouais, et si je Mais me Manu, trompe... Pardon, vas-y, pardon, Michel. j'ai une petite question, je me permets, Manu. Comment ça se passe précisément à ce moment-là? C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, d'un point de vue contractuel, vous signez quelque chose avec le club. Pour les personnes qui ne savent pas comment ça marche, notamment d'intégrer un centre de formation, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment précisément ça se passe? Donc, enfin, je sais pas, on appelle ça des tests ou pour pouvoir intégrer le centre de Bah, en formation. fait, les tests, moi, ils m'ont pas fait faire de tests hein, parce que ils m'ont avoué qu'ils me suivaient depuis un petit moment, mais notamment justement lorsque tu arrives en minime, en pupille, c'est pas le cas. Je sais pas comment ça s'appelle maintenant, ils ont tellement changé les noms. U13, U15, U13, U18, ouais. voilà. Donc je suppose que c'est la même chose là dans ces disciplines-là, mais en pupille, c'était pas vraiment. On arrivait à jouer sur des équipes nationales que sur des tournois de fin de saison. En minime, c'est là où ça commence à devenir vraiment sérieux, où tu commences à représenter ta région, après ton département et après ton équipe nationale. Et c'est pour ça que lors de la Coupe nationale en 1984, pendant les championnats d'Europe en France, victorieuse d'ailleurs, avec l'équipe de Normandie, on est allé en finale contre le Rhône-Alpes. Et on a joué, enlevé le rideau, je crois que c'était une demi-finale à Saint-Étienne, Geoffroy Guichard. Et on a perdu contre le Rhône-Alpes qui jouait à domicile en fait. 4-1. Et j'avais changé de poste pendant la compétition qui durait sur X mois. J'avais changé de poste entre milieu offensif et défenseur central parce que notre défenseur central a eu des problèmes de cœur et il a fallu que je prenne sa place. L'entraîneur m'a demandé de jouer en libéraux. J'avais marqué le seul but dans ce match-là. On avait perdu 4-1.
C'est à mon AS Monaco, plus beaucoup d'autres clubs. Eux, ils me suivaient depuis un petit moment, en fait. Donc, ils m'ont pas demandé de faire des tests. Je sais qu'ils D'accord. demandent à des gens de faire des tests finaux pour être convaincus, définitivement. Moi, ça n'a pas été le cas. Ils m'ont proposé directement d'intégrer le centre de formation. Ouais. Ok. Et donc, du coup, ils prennent en charge toute la partie scolarité, logement. Oui, 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 Ok. bien sûr. Bah, en fait, c'est une délégation de pouvoir en fait des parents, même s'il y a toujours le pouvoir des parents puisque je suis un mineur. Mais c'est toujours en collaboration avec le club. Le club fait office un petit peu, bah, lui, il a sa responsabilité en jeu puisque c'est des mineurs qu'il accueille chez lui, donc tout est bien défini. Mes parents voulaient absolument que je continue une scolarité normale parce qu'ils s'étaient dit le début du foot professionnel, c'est quand même extrêmement aléatoire. Je me rappelle de ma prof de français qui m'a dit mais c'est pas un job d'être footballeur professionnel. Cette époque-là, on est quand même aux antipodes de ce qu'on voit aujourd'hui, Bah, quoi. bien sûr, ouais. Donc, effectivement, ça, c'était une condition non négociable de mes parents. Et je peux t'avouer que j'étais d'accord avec parce que moi-même, je me suis dit, il faut quand même que j'ai un plan B si jamais ça marche pas, que je continue des études, que je puisse avoir un cursus scolaire pour pouvoir rebondir ailleurs. Je l'ai vu à maintes reprises sur d'autres joueurs qui n'ont pas réussi à tout eux et qui ont un peu délaissé les études à ce moment-là. Ça a été des crashs Bah oui. mais à 100 km/h dans un mur, quoi. Parce que vous êtes payé à ce moment-là en tant que jeune. Oui, mais à l'époque, alors c'est beaucoup d'argent, hein, Ouais. mais j'étais payé. C'est au niveau des points, c'était des points en fait, aspirant, stagiaire et tout, c'est des points, et on te paye en fonction de la valeur du point. Et moi, je me rappelle que bah, c'était tout drôle parce que c'est à 14 ans, on me demande d'ouvrir un compte bancaire, Ouais. mais dans les années 80, quoi, quand même. Donc, faut s'imaginer, quoi, je veux dire. Ouais. Et je touchais 700 francs à l'époque par mois, ce qui est Ok. l'équivalent de 100 euros aujourd'hui. Ok. Ouais, Ok, trop cool. un peu plus avec la valorisation et l'époque, ouais. Et à savoir que, si je me trompe pas, quand vous intégrez le collège Albert Ier, Oui. euh, très rapidement, je crois au bout d'un an peut-être, vous basculez dans un système de sport-études classique parce que Oui, les c'est allers-retours trop sont dur. assez compliqués. Et C'est je trop crois dur. que là, vous êtes en totale autonomie à 13 ou 14 ans, c'est-à-dire que quand vous partez du collège pour aller à Louis II, c'est Ouais, par vos propres moyens, c'est les ouais, transports en ouais, commun, ouais. c'est des À trucs comme ça. 14 ans, ouais, mais c'est Ouais. dans un univers complètement différent. Je pars de la Normandie pour arriver à Monaco avec tout ce que ça implique, hein, les Rolls, la beauté du cadre, le luxe incroyable. Moi, je suis un paysan, quoi. J'arrive des champs, des vaches, la campagne, hein. Donc, imagine le choc que ça peut avoir. Donc, ouais, tous les matins, je me levais tôt. Je prenais les transports en commun et je montais souvent aussi à pied, puisque le lycée Albert Ier, il est en face du musée océanographique, donc sur le rocher, donc il faut monter. Et je faisais ça 2 fois par jour, tous les jours. Et j'ai fait ça une année parce que c'était beaucoup trop dur. Beaucoup trop dur, c'était au-dessus de mes forces en fait. Je m'endormais des fois dans des cours, les profs me réveillaient, je dormais sur la table. J'étais épuisé, j'ai fait ça pendant un an. Ça a été extrêmement éreintant physiquement et mentalement. Et mes parents ont bien compris que je pouvais continuer à faire un cursus scolaire, même si c'était pas pareil, au club. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais en plus, ça me permettait aussi d'avoir un emploi du temps flexible et de pouvoir m'entraîner davantage. Donc quelque part, j'étais pas venu aussi pour passer une thèse en économie à Monaco, hein. J'étais venu pour être footballeur. Donc j'ai recentré un peu les choses, j'ai essayé. Et puis, je crois que la sagesse a voulu que, bah, on se retranche sur l'autre solution, en fait. Est-ce que dans cette période de sport-études, il y a des noms qui sont encore connus aujourd'hui, que vous avez fréquentés, qui avaient à peu près de votre génération? Ils ont tous disparu. Certains ont fait une carrière professionnelle. Il y a eu Patrick Valéry, l'arrière droit de l'AS Monaco, qui a joué dans certains clubs, mais je crois qu'il a joué en Corse également à Bastia, de mémoire. Il y a eu Stambouli, qui était plus âgé. Il y a eu Daniel Bravo également, il me semble, il n'a pas été formé à l'AS Monaco, il me semble, Daniel. Ça, Ou je sais c'est pas. l'OGC Nice, l'OGC Nice, je fais une bêtise, pardon, excuse-moi, Daniel. Bon, Non, je doute qu'il nous écoute ce il y podcast-là, a mais eu, s'il nous il y a écoute, eu Si, Daniel, si, bravo. Philippe Rache, que il nous écoute. Mété également. Bah, ça vous dit rien, mais c'est les anciennes générations, c'était il y a plus de 20 ans, quoi, 30 ans. Mais non, et certains joueurs ont percé au niveau professionnel.
Ouais, en même Mais temps, il y a c'est beaucoup, 43 beaucoup ans, de hein. joueurs qui n'ont pas eu cette chance. Alors, je sais pas si c'est de la chance, mais certains ont très mal fini également. Donc, Ouais, vous en parlez d'ailleurs, je crois, dans le bouquin de cette, finalement, de ce virage à 180, soit on y arrive, soit on termine très, très mal. Et il y en a qui ont terminé très mal, qui ont mis fin à leur vie, je crois, si je me ouais, trompe un pas. leur vie, d'autres ont fini en prison. Ouais. Ah, vous avez Ouais, fait le bon choix de performer au niveau du foot. Et du coup, vous arrivez à 13 ans à Monaco jusqu'en 97, où donc vous arrivez en 83, si je me trompe pas. ouais. Ouais. Donc vous restez 14 ans en Hmm. principauté, avec J'ai adoré. ouais, bah, on reste pas 14 ans comme ça, c'est sûr. Vous terminez champion de France. Ouais. Vous êtes de ceux qui ont connu les années sombres ou moins sombres. Je veux pas me faire d'ennemis, mais de l'OM un petit peu qui perturbait un petit peu l'honnêteté du championnat. Raoul, franc-parler, on a dit. Un petit peu, ouais. Ouais, non, mais après, c'est voilà, c'est C'est le mot que je cherchais, ouais, un petit peu. comme ça. Et du coup, vous rencontrez quelqu'un dont on va parler juste après également, et c'est lui qui vous lance en pro à l'âge de 17 ans, Monsieur Wenger. Ah, Arsène, ouais. Ouais. Euh, et on devine, en tout cas, pour ceux qui sont un peu documentés ou qui vous suivent, que de cette relation-là, alors il vous traitait d'emmerdeur, oui, ok, mais À ce propos, justement, Emmerdeur, c'est un très bon film avec Lino Ventura et Jacques Brel. Et moi, je le prends, hein. Être emmerdeur, j'ai toujours considéré ça comme une qualité. en plus, vous l'expliquez que c'est un thème qui vous dérange absolument pas parce que, Non, je le revendique d'ailleurs, hein, je le ouais, revendique, hein. Je trouve que le monde est suffisamment emmerdant comme ça pour pas être emmerdeur de notre côté, quoi. Je veux dire, pas faux. Et du coup, c'est une relation que vous avez, bah, qui perdure encore aujourd'hui. On y reviendra juste après dans la place qu'il a pris et à un moment donné, malgré peut-être, j'allais dire, des hauts et des bas, notamment votre fin à Arsenal Mhm. en 2000. Mais Arsène Wenger, quand il décide de vous titulariser à 17 ans, alors il y a beaucoup de blessés. Ouais, Mais bizarrement, bah, pas bizarrement, mais contre toute attente, il refuse d'entendre d'autres personnes qui lui conseillent de vous faire évoluer au milieu de terrain et s'obstine un petit peu de vous faire jouer soit défenseur central, soit arrière gauche. ouais. Et vous dites, je crois, que c'était un peu à contre-cœur à chaque fois Mhm. pour Ouais, vous surtout de arrière gauche, jouer. ouais. Euh, Est-ce que quand on a 17 ans et qu'on a quelqu'un comme Arsène Wenger, qui n'a pas à cette époque-là l'aura et la renommée qu'on lui connaît aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué d'aller frapper à la porte est-ce qu'on se permet déjà d'aller frapper à la porte du bureau du Non, coach? Non? On ferme sa non, bouche et on joue? non, non. Nous, moi, je viens d'une génération où il y avait des bonhommes, tu vois. Il y a beaucoup de caractère. Des gens qui n'hésitaient pas à dire ce qu'ils pensaient, mais il y avait quand même une relation avec, en tout cas, hein, le club où j'étais à l'AS Monaco, il y avait quand même beaucoup de respect qui entourait Arsène et son staff, et il y avait quand même beaucoup de bons mecs à l'AS Monaco à cette époque-là, pas seulement dans l'équipe, mais également dans le club, donc il y avait une bonne mentalité en fait. Arsène a toujours eu une approche extrêmement humaniste dans sa gestion des hommes. Avant de travailler sur le joueur, souvent il s'intéresse à l'individu et à son cercle familial, un petit peu à sa personnalité, son caractère. C'est ce que fait Klopp à l'heure actuelle, fait d'autres entraîneurs le font également. Donc, ce sont des choses qui sont pour moi indispensables, incontournables dans le milieu du foot. Donc, Arsène Wenger, ma relation avec lui, elle date de très longtemps. Il y a eu énormément d'épisodes bons et moins bons avec lui, mais beaucoup plus en bien. Et puis notre relation a toujours été basée sur le respect, sur une espèce de d'affection mutuelle, une relation comme père-fils. Hein. C'est ce que souvent mes ex-coéquipiers me chambrent à ce niveau-là. Mais une relation basée sur l'honnêteté, la sincérité, et le partage, et la confiance aussi. Moi, il m'a beaucoup aidé à mes débuts. Il a tenu des propos, j'ai eu des discussions, souvent des discussions avec lui qui dépassaient le cadre du sport
Ça m'a permis de grandir et surtout de me sentir en confiance. Il a mis une espèce de cocon protecteur autour de moi. Il était intransigeant, mais en même temps, il était humaniste. Et comme il y avait un petit côté rebelle et que j'étais un petit côté lion, quoi. Il a fallu qu'il m'apprenne un petit peu de vivre dans un cadre bien défini et surtout d'apprendre à savoir qui je suis réellement au fond de moi et à chasser un petit peu mes démons. Il m'a permis d'évoluer sur beaucoup de domaines et je sais ce que je lui dois, pas simplement en tant que joueur, mais en tant qu'être humain. Et sincèrement, il fait partie des personnes qui m'ont le plus marqué dans ma vie, dans mon parcours d'une façon générale. Donc oui. Euh, Arsène, qu'est-ce que je peux dire sur lui que j'ai pas déjà dit? Il est allé me chercher là à un moment où j'étais pas encore professionnel, avec un déluge de blessés, à l'époque où l'AS Monaco jouait les premiers rôles en championnat, mais aussi sur la scène européenne, et même en Coupe de France. J'ai été amené à jouer des finales Coupe d'Europe, mais également finale de Coupe de France ou lutter pour le titre avec Monaco pendant plusieurs années. Donc ça a été un régal. Donc effectivement, sur ma position sur le terrain. Il l'a vu en fait quand il est parti de l'AS Monaco, il avait été viré, il avait été au Japon, il est revenu après en Angleterre et c'est à ce moment-là qu'il s'est intéressé, il s'est rapproché de moi quand il était à Arsenal et c'est à ce moment-là qu'il a dit effectivement, je crois qu'il a s'est un petit peu trompé. Il Mm. pensait pas que je pouvais avoir ce rayonnement au milieu de terrain et ce à quoi il me semble que je lui avais répondu que j'avais fait toute ma formation de jeune en tant que milieu de terrain et que c'est comme ça que j'ai gagné énormément de titres avec les équipes jeunes. Et donc, ça a été un repositionnement naturel en fait au milieu, entre la défense et le milieu offensif. Donc, il m'a dit, j'ai découvert sur l'année, on a été champion avec l'AS Monaco, je joue milieu de terrain avec l'équipe avec Sonny Anderson, Ali Benarbia, tous ces grands joueurs. Et c'est pour ça qu'il a pensé à recomposer le duo, enfin composer ce duo avec Patrick Vieira. Donc, non, Arsène a été extrêmement proche et d'une aide incroyable sur le plan psychologique dans des moments où tu te formes en tant qu'individu, tu sors un petit peu de ton cocon de papillon et tu commences à voler tes propres ailes, donc tu touches à la vie. Donc c'est cette époque-là où je commence à vivre seul dans un appartement, que je devais gérer ma liberté. Ça, c'est quelque chose, lorsqu'on te jette dans la nature après un centre de formation, si cette période de transition est extrêmement importante. Je pense que les clubs aujourd'hui en ont conscience que t'as tellement de sollicitations que tu peux être tenté de sortir, d'aller boire, de Mm. rentrer à 5 heures du matin, d'aller à droite, à gauche, enfin que des conneries en fait. Donc c'est pour ça qu'on te dit que à chaque fois quand tu sors d'une formation, trouve une femme et marie-toi, quoi. Bah, gérer la notoriété, l'argent, Aujourd'hui, ça ouais. c'est pas évident. Et sachant qu'aujourd'hui, Et les réseaux sociaux, donc aujourd'hui, donc il y a beaucoup de ah choses à bah, gérer. c'est un sujet dont on va aborder juste après. Du coup, moi j'avais une autre question par rapport à Monsieur Wenger ou à Arsène Wenger, même si j'ai un autre volet que j'aimerais aborder avec vous après. C'est vous, donc il vous fait évoluer pro à l'âge de 17 ans et je crois qu'il se fait limoger de Monaco. Vous en avez 24, je crois. Ouais. Donc du coup, j'allais dire c'est l'ado Emmanuel Petit qui rencontre Arsène Wenger et c'est l'adulte à 24 ans, le joueur. Le joueur titulaire, etc., qui vit le licenciement d'un coach avec qui il a des affinités particulières. Euh, Comment, sur le moment, on vit ce licenciement du coach? Est-ce qu'on se dit, OK, je suis pro et voilà, le côté humain restera, bah voilà, maintenant place au suivant. Est-ce qu'on est inquiet? Parce que du coup, Non, c'est une sorte de fondation qui s'en vont. je pense que c'est le cycle de la vie et il est ainsi fait. Les histoires sont faites pour avoir une fin. C'est pour ça qu'on les raconte. On aimerait que certaines histoires perdurent à l'infini, mais ce n'est pas possible. Mhm. C'est un peu l'image de ce qu'a vécu Klopp avec Liverpool au niveau de son départ. Donc, j'ai assisté à la célébration, il y avait beaucoup d'émotions. Donc, quand une personne marque autant de son empreinte à un club, pas simplement dans ses relations professionnelles, mais également dans son humanisme, évidemment que quand tu le vois partir, tu as une larme qui coule à l'œil. Mais encore une fois, les histoires sont faites pour se terminer. Et je pense que la relation d'Arsène avec Monaco était sur la fin. Il avait tout connu avec l'AS Monaco. Il avait tout vécu. Il lui manquait qu'un titre européen. Bizarrement, avec Arsenal, c'est la même chose. Mais Mhm. sinon, il a tout gagné avec Monaco. Donc,
Et puis il a sorti, c'était un adepte du beau jeu, c'était un précepteur dans beaucoup de choses, diététique, dans le repos, dans les entraînements, dans la psychologie. Il était bien en avance sur beaucoup d'entraîneurs à son époque. Donc c'était tout à fait normal, on était déçus, on était peinés, mais on savait que l'histoire était terminée, voilà. Puis enfin, sincèrement, quand tu vois ce qui s'est passé derrière, c'était bien pour lui aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, son exil au Japon, le temps qu'elle dure, vous gardez contact? Ou à un moment Non, donné... Non? non, Ok. non, mais de toute façon, moi j'ai toujours été. Arsène, j'ai son numéro, hein, mais Je veux bien numéro off après. je l'ai rarement appelé et à chaque fois qu'on se voit, je le vous vois tout le temps. Je l'appelle, j'ai toujours vous. Rarement, je lui dis boss ou gaffeur ou mister, des trucs comme ça, tu vois. Donc, il y a toujours pas une retenue, mais un respect Hmm. mutuel. Puis, chacun a sa place, en fait. Je suis pas son pote, il est pas mon pote, tu vois ce que je veux dire? On peut dire que, je sais pas comment employer, quel terme je peux employer avec Arsène. Un ami, on se voit souvent, on s'appelle, c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui compte pour moi, hein, qui a Un toujours compté, mentor. qui Ouais. comptera. Ouais, un Comme un mentor, mentor. voilà, c'est ça. Mm. Mm. Bah, mes chats, tu interviens peu, mais parfait. Nickel. Non, non. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il est drôle, Arsène? Il peut être drôle, mais en fait, Arsène, c'est quelqu'un qui a du mal à se libérer lorsqu'il est entouré de beaucoup de gens. Ok. Mais moi, on a des amis en commun qui sont aussi à l'extérieur du football depuis très très longtemps. Et non, Arsène a énormément de qualités sur beaucoup de domaines. En ce qui concerne l'humour, c'est pas sa qualité première, hein. C'est un petit peu une porte de prison, Arsène, hein. Ça risque Bah, de coincer pour l'avoir au podcast. Alors, s'il n'est pas Mais drôle, ça peut ça lui sert à arriver rien. de temps en temps d'avoir un humour subtil. Et sincèrement, il devrait l'utiliser plus souvent parce que je pense que ça fait partie de lui. ok. Du coup, Manu, vous doutez bien que notre intérêt de vous avoir aujourd'hui dans ce podcast-là, Arsenal French Club, c'est de faire un focus sur vos années d'Arsenal. Euh, Champion de France avec Monaco, l'été 97, vous signez en Angleterre. Je sais qu'en préparant rapidement le podcast, en vous attendant sur cet enregistrement, Méchad et moi, on se posait la question, c'est qu'est-ce qui vous attirait dans le foot anglais plutôt qu'un foot... Alors, italien, je sais que vous avez jamais pensé jouer là-bas, Ah. mais il y avait l'Espagne, il y avait l'Angleterre, et l'Angleterre de 98, alors il y a Larry Bosman en 96, je crois, donc les étrangers commencent à arriver, il y a Canto, il y a Ginola, je crois, qui sont déjà Ouais. sur place, il y Mm. a quelques Frenchies à Il y a Arsenal qui Rémi sont déjà en Garde. place, il y a Rémi Garde, ouais, Rémi Garde. Grimaldi, je crois, pas, Euh, non, Grimandi, je Grimandi, crois, qui est il déjà est venu là. avec moi, lui, à la même Il année arrive en que même moi. temps que vous, ouais. Il Ouais. y a Pat Vieira qui arrive un an Un avant. année d'avant, ouais. Euh, Thierry Henry, Robert Pires, Sylvain Wiltord, enfin, il y ouais, a une histoire, quoi. eux, ils arrivent un peu plus tard que vous. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, voilà, en France, j'ai fait le tour, j'irai nulle part ailleurs. Et là, j'ai envie de tenter l'Angleterre, sachant que l'Angleterre n'avait pas encore, je trouve, cette aura médiatique qu'elle a aujourd'hui et que aujourd'hui, L'APL a été créée en 93, donc c'était quasiment le début de l'APL quand je suis arrivé Ah en oui. PL. C'était Mm. après 4 ans. En 93, elle a été créée. Donc ça faisait 4 ans qu'elle était créée quand j'y suis arrivé. Donc à l'époque, j'avais beaucoup de demandes, beaucoup de clubs étrangers. J'avais le choix d'aller en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Écosse, quasiment dans tous les pays majeurs quoi, du foot. Et pourquoi j'ai choisi l'Angleterre? Tout simplement parce que j'ai été bercé avec mes frères, surtout mon frère David, avec qui je partageais la chambre quand j'étais enfant. Notre chambre était tapissée de stars de football, beaucoup de stars de foot étranger, mais également françaises de l'époque, comme les Platini, Giresse, Tigana et compagnie, quoi. Mais j'ai toujours eu cette fibre avec le foot anglais parce que je lisais énormément de BD, je regardais beaucoup aussi de dessins animés sur le foot anglais. Et j'avais cette BD, je sais plus comment ça s'appelait, est-ce que c'était Tom et Oliver, je m'en rappelle plus. Euh, Wellington.
Ouais, ouais. Enfin, il y avait pas mal de BD et à chaque fois, je regardais ce petit gamin pouilleux avec les chaussettes trouées, les chaussures trouées, qui jouait contre des colosses et le mec, il faisait des dribbles et il était virevoltant à chaque fois sur le terrain et il était d'une dextérité incroyable. Il me faisait fantasmer et à chaque fois quand j'avais la possibilité, les rares fois que j'avais des highlights sur la télé du foot anglais, j'étais passionné par le football total, qui était un petit peu barbare des fois. Mais également l'engouement populaire. Il y avait une relation, une fusion avec les joueurs. Il y avait un côté électrique qui me plaisait beaucoup sur le terrain et dans les tribunes. Et moi, j'ai toujours été attiré par ça. Et puis, sincèrement, j'étais bercé aussi par la culture pop anglaise. J'ai toujours été attiré, en fait. Je voulais y aller en Angleterre. Ok. Et du coup, alors on va faire le passage de la signature Arsenal assez rapidement, mais en gros, vous avez principalement deux offres sur la table, Tottenham, l'ennemi Ouais. juré, et Arsenal. Déjà, moi, quand j'ai appris ça, je me dis, mais en fait, pour quelqu'un qui était très proche de Wenger, de retrouver Wenger à Arsenal, euh, pourquoi alors c'est votre métier, j'entends bien, mais pourquoi on se dit, je vais quand même aller écouter ce que Tottenham propose, et pourquoi on dit pas à Arsène, j'arrive, je prends l'avion, j'arrive et confiance aveugle, etc. C'était quoi? C'était vraiment le mode, je prends le temps de ma carrière, j'écoute tout ce que les Oui, uns par les autres respect ont à me aussi. dire. Par respect. Puis avec les agents à l'époque, je crois que c'était. Moi, j'ai quasiment pas eu d'agent quand j'étais joueur. J'ai pris un agent au niveau du foot pour faire la transition entre Monaco et l'Angleterre parce qu'il y a des choses que je maîtrisais pas, tout sur le Mm, plan fiscal, au niveau contractuel. Là-bas, c'est la semaine. Enfin, il y avait pas mal de choses que j'arrivais pas à maîtriser. Donc, il a fallu que je me fasse représenter et qu'on m'explique les choses à chaque fois. Donc, pourquoi j'ai vu Tottenham le même jour qu'Arsenal? Tout simplement parce qu'ils m'avaient sollicité et que par respect, on s'est déplacé. Étant donné qu'on était à Londres, on s'est déplacé pour écouter ce qu'ils avaient à nous dire. Moi, dans ma tête, ça me faisait très plaisir de revoir Arsène. J'étais impatient de le revoir, mais en même temps, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Donc, je ne pouvais pas ne mettre de côté aussi les autres intérêts. C'était quelque chose aussi qui, encore une fois, le foot se développait, la financiarisation du foot se développait également. Donc, bah, j'y voyais aussi mon avenir. Donc, j'avais mm. besoin aussi, puis ça pouvait me servir aussi pour contrebalancer également la proposition d'Arsenal. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs offres. Comme ça, au moins, tu sais que les enchères montent, hein. Et depuis, vous avez remboursé la course de taxi à Tottenham ou pas du tout? Bah oui, j'ai marqué un but chez eux, 3-1, White Lane. Donc voilà, mais qui garde la monnaie, hein. Ouais, Non, c'est une bonne guerre, c'est une bonne guerre, c'est une bonne guerre, ça va. Je veux pas de mal à Tottenham. Mais bon, quand je regarde le club d'Arsenal, même si Tottenham est un grand club, je crois que j'ai fait le bon choix d'aller à Arsenal, quoi. Ouais, bah, nous aussi on trouve en tout cas. Et du coup, ben, viennent 3 années. Bah, moi, je trouve 3 années très très riches avec le doublé en 98. Bah, 98, c'est quand même une sacrée année pour vous, mine de rien, entre le C'est une doublé. cuvée exceptionnelle, ouais. Ouais. Bah, j'ose même pas imaginer comment, après une année comme ça, on retombe sur les pieds sur terre en se disant, ouais, on retourne au charbon et on remet le bleu de chauffe champion de première ligue, vainqueur de la Cup, champion du monde à la maison, buteur en finale de la Coupe du Monde contre le Brésil, le millième Charity but des Shield. Il y Bleus. a Charity Shield aussi, même si c'est pas un trophée, mais bon. Charity Shield, le 90-99, ouais, effectivement, ouais. Ouais, c'est pas un trophée, hein. Gagner un titre sur un match, ça veut rien dire, hein. Ouais, mais ça reste, bah, ça reste dans le palmarès, hein. C'est comme aujourd'hui le Community Ça Shield ou va. des choses comme ça. Mais Ça servira à mettre les fleurs dans un vase, ouais. et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ces 3 années d'Arsenal. Alors, d'ailleurs, Méchad, maintenant je vais te dire aussi pourquoi je t'ai invité. Parce qu'ici on dit tout. En fait, Manu, faut savoir. non, c'est pas vrai. Je Non, sais non, ce que tu vas dire. faut savoir que pendant les vacances, on a fait avec Méchad et le troisième animateur, on a fait un podcast qui s'appelait Le 11 de légende. Alors je trouve que le titre n'était pas très très juste, mais en fait on s'était mis un défi. On devait définir le 11 type d'Arsenal Oh là avec là, une là, avec vous rentrez dans des trucs, même non mais moi, je suis écoute, incapable de faire. Donc, avec une contrainte, on devait avoir un invincible et un seul par ligne. d'accord. Donc déjà ça complexifie la chose.
Parce que Bah oui, surtout que génération après génération, il y a quand même eu des grands joueurs avant notre génération également à Arsenal. voilà. Donc, Et du coup, en milieu de terrain, en invincible, forcément, on a tous mis Pat Vieira, bah oui. le capitaine. Et du coup, à ses côtés, moi, et je savais pas du tout qu'on allait un jour vous avoir en podcast, je dis, mais pour moi, l'évidence, c'est Manu Petit. Un droitier, un gaucher, voilà. Mm. Mais Chad, dis-moi, tu avais mis qui, toi, là, à côté de Pat Vieira? Moi, je sais ce qu'il a mis, Micha. J'avais pas besoin de me le dire. Je sais quel joueur il a mis, Micha. J'ai mis qui? Fabregas. Eh ben, alors, j'ai mis Manu Petit. Non, Ah bon, tu savais pas? Moi, Menteur. non, j'aurais mis Fabregas, hein. non, ben, eh ben, alors, pour être très honnête, j'ai hésité. Moi, j'ai hésité entre Fabregas et Santi Cazorla. Voilà, c'était un de mes deux Moi choix. aussi, même si c'est pas vraiment les mêmes postes, mais Ouais, Tchèque, j'ai parlé avec lui encore il y a 15 jours. Je lui souhaite bonne chance avec Como, voilà, pour sa montée en Ligue italienne. on sait rien, ouais. Mais sincèrement, Tchèque, même s'il a eu des grosses difficultés à ses débuts, je me rappelle, moi, je commentais les matchs sur TPS. Ouah, Ah non, tu te c'était. demandais si c'était pas trompé de championnat. Et puis la façon comment il a métamorphosé son jeu, comment il a grandi sur le plan mental et dans sa dimension physique, mais dans son assurance aussi à dicter le jeu à Arsenal, c'était un régal, Ouais. franchement. C'est pas pour ça qu'à cette époque-là, Arsenal était le petit Barça. Mm. Euh, Ah ouais. voilà. Donc, Puis 18 ans, capitaine. Et en fait, alors, tu vois, Raoul, c'est pas bien ce que tu fais, mais donc, du coup, je me justifie. En fait, une des conditions que j'avais aussi imposées, parce que c'était une de mes idées, c'était de parler de joueurs qu'on avait vus de nos yeux à l'époque jouer à Arsenal. Et moi, c'est vrai que j'ai 34 ans et qu'à l'époque, j'étais pas abonné, j'avais pas l'abonnement pour voir les matchs d'Arsenal avant les années 2000, en tous les cas, ou en tout cas de 98 à 2000. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous ai pas mis, parce que je vous ai pas vu jouer à Arsenal. Voilà. non, mais t'inquiète pas, je m'en fous royalement, hein, tu sais. Non, non, mais j'explique Tu parce que sais, c'est ça me rappelle ça en fait. fait pendant la pandémie où tout le monde se faisait chier et que certains jobs avaient commencé à reprendre, mais par parcimonie. Et, ils avaient fait des sondages sur les 11 de légende également en équipe de France. Et sincèrement, c'est très compliqué à Ouais, sortir bien sûr, bien sûr, bien en sûr. dehors de des joueurs vraiment incontournables, mais qui sont sur les doigts d'une main. Après, tu as tellement de choix à différents postes. C'est Donc ça. après, c'est les goûts et couleurs, ça se discute pas. Et puis sincèrement, Non, ça mais met, ça ça met avait fait complètement débat, égal, sincèrement. Tu vois. ça avait fait débat au sein de la communauté d'Arsenal French Club. Mais non, moi, ça m'est Non, égal. Manu, pour... Chacun a ses choix, ses goûts, il faut les respecter, voilà. parce que mes chats, il faut quand même aller au bout. Parce que de Non. la supercherie. C'est-à-dire que moi, j'avais mis Manu, Méchard avait mis Cazorla et Richard avait mis Fabregas. Non, Ouais. il avait pas mis Fabregas. Il avait une formation qui était très bizarre. Tu te rappelles, Ouais, un avec peu deux milieux bizarre. Et offensifs. en fait, Il on avait n'était mis pas Wilshere. d'accord. Il avait mis Et Wilshere. on n'était pas d'accord. Et en Non. fait, pour tomber d'accord, on a fini par mettre Coquelin. Il faut le dire. Et là, on s'est fait allumer sur les réseaux. J'avoue que. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'a fait Mais moi, Coquelin j'adore. également. Moi, j'adore. Après, c'est un Mais joueur que j'adorais vraiment. Mais après, ouais, ouais. il y a nettement au-dessus de lui. Mais après, il y a le côté Frenchy. Mais enfin, pour le coup, Mais en à fait, côté générationnel, tu regardes les jeunes aujourd'hui, ils ne pensent que par Mbappé et compagnie. Ma génération à moi, ils pensent Zidane. La génération d'avance, ils pensent Platini. Donc voilà, tu pourras jamais mettre tout le monde d'accord. Ce n'est pas Jamais. possible. Non. Jamais. Et puis même la sensibilité du foot, le foot total, le foot physique, le Ouais. foot technique, voilà, Non, ça non, dépend. puis les générations sont pas pareilles. Voilà. Voilà. Donc maintenant que j'ai mis Méchat très mal à l'aise, on va non, pouvoir super. se consacrer sur les 3 années d'Arsenal. Et moi, j'aimerais juste aborder, et parce que là, vraiment, Manu, il y a ce côté curiosité Moi, j'ai commencé à supporter Arsenal, j'avais 15 ans. 14-15 ans, j'en ai 43 aujourd'hui, donc il y a plein de choses et je jouais au foot mais en DH maximum, donc voilà. Mais du coup, il y a plein de choses qu'on aimerait connaître, des petits secrets, pas les tout grands, mais de voir un petit peu entre la différence entre ce que l'on voit, ce que l'on lit, ce qu'on veut bien nous faire croire, et l'intérieur du vestiaire. Est-ce que on peut parler un petit peu justement de ce vestiaire d'Arsenal avec l'année du doublé sur les 3 années où vous y étiez? Il y a beaucoup de joueurs de l'époque qui disent que l'une de vos forces, c'était que vous étiez une vraie famille. Est-ce que c'est survendu ou est-ce que c'était Alors, une vraie vraiment... famille, je dirais pas jusqu'à là, mais une vraie bande de potes, ça, c'est sûr et certain. Malgré toutes les nationalités qu'il y avait dans cette équipe, malgré toutes les personnalités opposées et des fois même contradictoires
qui arrivaient à s'entendre parce que le côté humain l'emportait également, puis le côté professionnel, l'ambition était commune, elle était à la fois individuelle, mais les priorités de l'équipe passaient avant chaque individu. Mais il y avait une bonne osmose parce que justement, je pense que il y a eu un bon équilibre entre les Anglais identifiés à Arsenal, qui était la base, notre back four, la défense anglaise typiquement anglaise, David Seaman, Nigel Whittingham, Lee Dixon, Martin Keown, Tony Adams et Steve Bowles. Il y a Matt Hobson également. C'était globalement que des Anglais en défense. Et c'était notre socle. Et nous, les étrangers, on avait aussi une priorité, c'était d'amener petit peu le romantisme dans l'équipe, la touch technique, mais également, il nous fallait absolument communiquer en anglais et uniquement en anglais, même s'il y avait beaucoup de Français dans le vestiaire. Ça nous arrivait de parler en français tous les jours, mais on s'efforçait à chaque fois de communiquer. On ne restait pas entre nous, on se mélangeait à tout le monde. Parce qu'on savait qu'Arsène nous regardait vraiment du coin de l'œil, qu'il nous laissait rien passer, nous les Français, qu'il en était traité des fois même plus durement que les autres, parce qu'il y avait cette connivence, cette connexion, ce rapprochement français. Les personnalités étaient incroyables. Euh, tellement de choses qui me traversent l'esprit pour dire On à est quel tous point oui, j'ai hein. adoré, et ça revient sur ce qu'on disait avant. Moi, j'ai adoré et j'ai eu ce que je voulais en arrivant en Angleterre, ce côté rock'n'roll. Je voulais qu'on m'accepte tel que je suis. On m'a souvent pointé du doigt par rapport à la personnalité, le caractère que j'avais depuis très jeune. Et je voulais aller dans un pays qui se foutait royalement de ça, qui jugeait en fait l'homme sur ses performances et sur ce qu'il faisait, et non pas sur ce qu'il prétendait ou l'image qu'il pouvait dégager. Et j'ai eu une acceptation à ce niveau-là et j'ai même trouvé des gens plus tard avec moi dans le vestiaire. Donc ça a été pour moi une révélation. Et on sait que quand vous arrivez à Arsenal, il y a certains joueurs, vous les avez cités, Kevin, Adams, qui, je crois que c'est même Arsène qui le dit, qui était pas loin de franchir un. Ah bah Tony Adams, il a fait les alcooliques anonymes, il a eu des problèmes de drogue. Paul Merson également à l'époque, problème d'alcool et de gambling, des paris sportifs. À l'époque, ça commençait. Donc Hmm. non, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont eu des problèmes, des addictions, et c'est ça aussi, c'est qu'il y avait une relation fusionnelle avec le public, avec les supporters, et même avec qui débordait aussi sur le plan national, notamment pour Tony parce que on savait qu'il était perturbé par des démons et qu'il luttait en permanence avec une double personnalité, mais qu'en même temps, il avait un don de sacrifice hors norme, il avait ce côté leadership sur le terrain chevaleresque, comme s'il se sentait investi d'une mission à chaque fois qu'il revêtait le maillot d'Arsenal. Donc les supporters le sentaient, nous le sentions également, nous les joueurs, dans le vestiaire. Et c'est pour ça que Arsène traitait certains joueurs différemment et on l'acceptait parce que ces mecs-là ne trichaient pas. Mais c'était quelque chose qui était établi au moment où vous étiez dans le vestiaire, c'était su de tous, Non, c'était. c'est fait de façon extrêmement naturelle. Évidemment, quand tu as autant de personnalités, de force de caractère qui rentrent dans un vestiaire comme ça, parce qu'il y a énormément de joueurs, hein, on se renifle un peu le cul, tu vois, c'est un peu comme les chiens qui se voient pour la première Mhm. fois. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit bah, qu'on n'est pas là pour se foutre sur la gueule, mais on est surtout là pour foutre sur la gueule des autres, quoi. Donc ça a été vraiment une bonne bande de potes. On a fait les 400 coups sur le terrain. On a connu énormément d'émotions. On a fait beaucoup de choses aussi dans des soirées entre joueurs. Il y a le côté humain, on connaissait les familles, les enfants. Il y avait pas de, c'était pas surfait quoi. C'était de façon naturelle. Il y avait un vrai désir de se connaître, d'échanger, de partager. C'est vachement intéressant quand même ce que vous dites, parce que du coup, j'ai l'impression que c'est tellement à l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui dans le foot. Ils Alors n'ont sans. pas le choix, les joueurs aujourd'hui, malheureusement. Je suis désolé de dire ça, c'est le monde dans lequel on vit. On se déshumanise à tous les niveaux, on passe notre temps à être derrière des écrans, on est dans un monde virtuel et en plus, on fait l'apologie de cette virtualité. Certaines personnes, en plus, arrivent même à en vivre. Donc, quelque part, moi, on essaie de s'adapter, en fait, avec ça. Et je peux comprendre que pour cette génération, c'est très, très compliqué à être constamment épié, scruté, analysé. Tu regardes tous les plateaux qu'il y a aujourd'hui, radio, télé, le foot, il y en a, je sais pas combien par semaine. C'est Mm. une machine à laver. Mm.
À notre époque, on était quand même épargnés. Nous, on a fait les 400 coups, des conneries pas possibles. Heureusement qu'à l'époque, les portables se développaient, donc il n'y avait pas encore ce côté pervers où il fallait absolument prendre en photo ou en vidéo tout ce qui se passe autour de toi. On avait encore la possibilité de faire des conneries, tu vois. Et surtout de pas être filmé en faisant les conneries. Ouais, bah alors je dis pas des conneries, il y a certaines conneries aujourd'hui qui sont condamnables, mais à notre époque, ça existait. Et certains, d'ailleurs, ont été rattrapés par la gendarmerie ces derniers temps. Mais globalement, c'était beaucoup plus safe avant. C'était Big Ben, te regardais pas en permanence, quoi, tu vois. Ouais. Mais Et Charles, vas-y. ouais, j'ai plusieurs questions. D'un point de vue purement footballistique, Manu, quand on arrive à Arsenal, quand on arrive à Londres et qu'on côtoie le championnat anglais, c'est quoi les principales différences que tu as pu observer entre la Ligue 1 et ce que tu as connu à Monaco? Ah, ça n'a rien à voir. À tous les niveaux, ça n'a rien à voir. La vie, Monaco déjà n'a rien à voir avec. Tu peux comparer Monaco avec très peu de place dans le monde, hein. Faut aller peut-être à Miami, à Palm Beach, Ouais, des choses comme exactement. ça, tu vois. Exactement. Mais si, même quittant la France pour un Angleterre, tout est différent. L'approche du foot, le côté culturel. Là-bas, le foot, c'est dans la culture, c'est dans l'ADN. C'est pas, il y a un côté passionnel, mais exacerbé. C'est un côté identitaire très profond. Ça existe encore en France, mais c'est par parcimonie. Et là-bas, c'est le côté culturel, le côté rock'n'roll. J'ai beaucoup aimé également cette ambiguïté qu'il pouvait y avoir entre on te laisse vivre avec ta personnalité, t'as un rock'n'roll parce que tu regardes la culture anglaise, les chanteurs, acteurs, machin, même les joueurs, mais c'était laisse tomber, ça faisait la Mhm. une des journaux. Je me rappelle comme il s'appelait l'ancien grand joueur qui est mort, le numéro 7 de Manchester United, le virevoltant là, George Best. George Best. Ah, ben, regardez la vie de Ouais, c'est George vrai. Best, c'est Ouais, un c'est truc vrai, de c'est vrai. fou, Ouais, quoi. bien sûr, C'était bien une sûr. rockstar, le mec, Ouais. un truc de fou, quoi. Aujourd'hui, un joueur fait ça, mais il se fait trucider. Donc, oui, ça m'a beaucoup plu, en fait. Et c'est ça qui m'a attiré. Alors, si tu veux comparer la France et l'Angleterre, c'est pas comparable à ce niveau-là. Puis le football n'est pas comparable non plus. Oui, j'entends surtout d'un point de vue La football. relation avec les supporters, mais d'une façon générale, dès que tu sors de chez toi, que tu vas au magasin, tu vas acheter de la nourriture, tu veux te balader, tu veux aller prendre un verre, manger au restaurant, les gens viennent, mais ils ont toujours en plus cette courtoisie, il y a un respect en fait il y a beaucoup d'éducation et c'est n'a rien à voir. En France, tu peux le trouver, mais c'est plus par rapport à la Coupe du Monde 98. Donc il faut avoir vraiment marqué à l'extérieur du foot les esprits français. Il faut avoir vraiment représenté son pays. Si tu parles simplement qu'au club, tu vas parler aux supporters de ton club, mais ça va être vraiment assez infime. En Angleterre, c'est même des supporters adverses m'arrêtaient. Là, on parle de la rivalité Arsenal-Londres. Le nombre de fois où des supporters de Tottenham m'arrêtaient, mais pas pour m'insulter, hein, juste pour me dire ouais, vous aurez dû signer chez nous, mais gentil toujours, pas Mhm. d'agressivité. C'est un truc de fou. J'ai jamais eu de problème avec les supporters adverses à Londres, jamais. Et d'un point de vue purement football, sur quoi vous avez dû vraiment travailler pour vous mettre au niveau s'il y avait Bah, besoin de se mettre au niveau? l'intensité, le football total, et surtout d'amener une touche latine en mettant le ballon. Arsène, je me rappelle, souvent il criait à l'entraînement en disant Stop playing the ball in the air. Arrêtez de jouer le ballon en l'air Mhm. et gagner les deuxièmes ballons. On n'est plus dans cet état d'esprit du foot anglais. Allez, on balance devant, on fait monter le groupe, on gagne les deux ballons, mais la pression, non, non. Là, Arsène me disait à chaque fois, le ballon, c'est à terre. Et ça se joue à deux, trois touches de balle maximum. Le ballon, c'est lui qui circule, c'est pas les joueurs qui courent. Et c'était une volonté de changer radicalement la mentalité des joueurs aussi anglais dans leur diététique. J'en parle avec David Seaman, j'ai fait un podcast avec lui il y a un début de semaine à Londres, et on en rigolait d'ailleurs. Il dit, quand Arsène est arrivé, c'était une tornade dans le club. Et les joueurs, au début, certains ont essayé un petit peu d'avoir ce petit côté rebelle en disant, mais non, c'est notre culture, il faut laisser les beans, les haricots, les saucisses le matin, le jour du match. Des fois, le match était à midi. Tu fais des beans avec des saucisses, du jambon, des trucs comme ça. Des, le- il a pris des crises en voyant des mecs manger des barres de chocolat avant les matchs. Enfin bref, c'était dans leur culture. Il a été, il est arrivé, il a dit, allez, c'est terminé tout ça, hein. Donc oui, au début, ça n'a pas été simple, mais il a amené la rigueur, le professionnalisme dans beaucoup de domaines, à la fougue, à cet esprit d'être conquérant, parce que ça aussi, les Anglais, ça n'a rien à voir avec la France, même si c'est beaucoup amélioré en France, sincèrement, beaucoup amélioré.
dans la mentalité française, c'est que de la première seconde jusqu'à la dernière seconde, même si tu joues contre une équipe que tu bats 10-0, les mecs, ils vont continuer à te rentrer dedans jusqu'à la dernière seconde. Ils vont essayer de te marquer un but. Ils te lâchent jamais, les types, Mm. jamais. Parce que les supporters ne l'acceptent pas et c'est pas dans la mentalité des gens là-bas. Ok. Et entre ce que vous demandez à Arsène Wenger à Monaco et ce qu'il demandait à Arsenal, il y avait une vraie différence. Est-ce que lui-même a évolué dans son football aussi ou de Oui, il toi? a évolué. Son parcours à l'étranger lui a permis aussi de découvrir aussi le management à l'étranger. Hmm. Donc, avant d'arriver en Angleterre, il n'avait pas d'expérience à ce niveau-là. Ça lui a permis aussi de découvrir ça. Et puis, comme il était un précurseur sur beaucoup de domaines, les entraînements étaient courts, étaient intenses, c'était que sur du ballon, c'était des ateliers techniques. Il y avait beaucoup de tactique aussi, mais avec le ballon. Rien de plus chiant de faire de la tactique que les entraîneurs. Hein. Tu fais de la tactique et c'est en fait t'es des plots sur un terrain et c'est de la simulation. T'as pas de jeu. Qu'est-ce que tu te fais chier, putain. Non mais sérieusement, il faut leur Ouais. dire aux entraîneurs qui font ça. Arrêtez, les joueurs on déteste ça, on perd notre temps, on n'est pas concentré, ça nous fait chier. Et donc Arsène a révolutionné beaucoup de domaines. C'est lui qui a été à l'initiative de l'Emirates Stadium, du camp d'entraînement aussi magnifique. Arsenal a été un des tout premiers à se doter d'un camp d'entraînement futuriste. Donc non, non, il a fait franchir Arsenal dans une autre dimension. Et Arsenal à l'époque était déjà un grand club. Il gagnait des coupes d'Europe, des fois il gagnait des titres en Angleterre. Et là, il les a fait aller dans une autre catégorie où vraiment, allez, on apporte d'ailleurs l'apport des techniciens étrangers en Angleterre depuis la création de la Première Ligue, elle est juste incroyable, quoi. Si on parle de Guardiola, de Klopp ou d'Arsène Wenger, il y en a d'autres encore. Hein. Sincèrement, ça a métamorphosé le jeu. Aujourd'hui, tu vois plus d'équipes, ou rarement, de façon séquentielle, des équipes qui balancent long. Quand tu arrives encore à en trouver, notamment des équipes de championship, mais même elles ont changé. Donc, ne compare pas la France avec l'Angleterre à ce niveau-là, ce n'est pas possible. Et quand vous arrivez à Arsenal et que vous signez à Arsenal et que vous rencontrez Arsène qui vous explique probablement son projet sur du moyen terme pour le club, etc. Est-ce que très vite vous vous dites que vous êtes capable de faire le doublé historique, sachant Non, que vous avez quand même ouais, 13 points de retard sur Manu ouais, et que on termine premier avec un point d'avance, je crois. c'est ça. Donc du coup la saison elle est Ah pas non, mais c'est dominée loin à d'être gagné, c'est loin outrance. d'être Hein. gagné. Voilà, mais moi je me rappelle d'ailleurs au bout de 6 mois, ma première année, lors d'un match à l'extérieur, il me semble que Matt Letizier jouait encore pour Southampton et Palmer, le grand défenseur black, c'était une montagne, une armoire le gars. Il m'a fait un attentat et je me rappelle qu'après le match, je me suis dit, en fait, je me suis trompé, c'est pas ici que je dois jouer au foot en fait. Il y a encore des barbares en face. Et puis les arbitres, encore aujourd'hui, hein, sont toujours beaucoup plus bienveillants pour leurs propres joueurs anglais lorsqu'il faut les sanctionner d'un carton Mm. rouge ou d'un carton jaune. Donc, quand j'ai encore vu le week-end dernier en Première Ligue, j'ai vu des trucs, j'ai laisse tomber. Ils sont encore dans ce truc-là, quoi, tu vois. Et je me suis dit, bah, je vais jeter l'éponge. Et Arsène, on a eu une longue discussion le lendemain. Il m'a convaincu d'avoir confiance en moi, de convaincu dans mes qualités, de pouvoir m'adapter et m'imposer également en Angleterre. Il a eu raison. Mais, euh, mais ça a été un long chemin avec Arsène également les premiers mois. Mais quand on était convaincu de gagner le championnat, c'était pendant la période de Noël, où effectivement on avait pas mal de points de retard, mais on avait, il me semble, 3 ou 4 matchs de retard à jouer. Et on s'était fait un pacte en regardant le calendrier qu'on jouait Manchester United à Old Trafford dans la dernière ligne droite du championnat, et on s'était dit que vu le calendrier, si on arrivait à gagner tous nos matchs de retard, ben, on allait jouer la finale chez eux, en fait. Et on gagne 1-0, je crois. Et on gagne 1-0 on a fait un match maîtrisé. Ça a été une ambiance de folie. C'est à l'époque encore, Old Trafford était incandescent dans ses gros chocs. C'était la rivalité Alex Ferguson, Arsène Wenger qui commençait. C'était un contre-pouvoir Manchester United en Angleterre. Et puis aussi des joueurs de légende en face. Probablement une des plus belles équipes de Première Ligue de toute génération confondue. Et franchement, ça a été cette finale, avec ce but incroyable, déviation de Nico Anelka avec Marco Vermars qui part dans l'espace, qui gagne son 1 contre 1 face à Schmeichel. Et nous, derrière, on sait que si on gagne nos matchs, c'est terminé. Ouais, Et champion, ouais. puis, mm.
Et sachant que derrière, Mechad, juste pour préciser, donc Manu fera encore 2 années, on terminera 2 fois deuxième. Ouais. Donc l'année qui suit le Là, titre, on termine deuxième à un point de un Manchester point, United, ouais, de c'est nouveau. eux qui nous font le coup à Ouais. l'envers. Et la dernière année de votre contrat à Arsenal, là, on se prend une petite valise. Ils ont 18 points d'avance, je crois, et on termine également Ouais. deuxième. Mais là, ouais, Ah, j'étais exceptionnel. Ouais. Ils c'était s'étaient injouable, renforcés, ils avaient franchement. d'autres Ouais. joueurs. Enfin, ils étaient une équipe magnifique, hein. Et du coup, moi, je voulais aussi aborder un autre phénomène d'Arsenal avec toi, Manu, si tu veux bien, avec vous, pardon, si vous voulez bien. Bah, tu peux me Euh, tutoyer, hein. Pardon. C'est votre dernière année de contrat avec Arsenal. Elle est en 99-2000 et c'est l'année où Thierry Henry arrive à Arsenal. Ouais, Et je crois que tu évolues tu évolues. Tu côtoies déjà Thierry Henry à l'époque de l'AS Monaco. ouais. Moi, j'avais une question très très bête parce que franchement, et je pense que pour beaucoup de supporters d'Arsenal, Henry reste quand même une légende. Mm. Est-ce que en évoluant avec lui la dernière année, tu te doutais ne serait-ce qu'un minimum de ce qu'il allait devenir pour ce club-là? À Oui. savoir, ah ouais, vraiment Ah tout oui, de oui, suite? oui. Oui, 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 oui. Oui. Alors, j'avais les prémices déjà à Monaco De lorsque je Monaco. suis arrivé Ouais. du centre de formation et il fallait en fait qu'il arrive à canaliser, qu'il mette des pneus Dunlop en fait à ses chaussures pour pouvoir canaliser sa vitesse et en rendre une arme létale en fait. Parce que c'était un bulldozer qui passait son temps à prendre le ballon et c'était un pouce-ballon au départ. Il a complètement changé son jeu en arrivant en Angleterre, après son passage en Italie également. Il a changé sur la technique, sur les conduites de balle, sur les mouvements, sur les directions. Il a beaucoup pris de poids à ce niveau-là et ça s'est vu. C'est comme Nico Anelka. À ses débuts, on savait qu'il allait réaliser une grande carrière également. Et les deux étaient indissociables aussi dans les équipes jeunes. Donc Titi, quand on l'a vu arriver à Monaco et qu'il a commencé à faire voir toutes ses qualités de puissance, d'explosivité, mais également sur le plan technique dans ses conduites de balle. Moi, tout de suite, j'ai vu qu'il avait franchi un palier à ce niveau-là et que quand tu as en face de toi vitesse et contrôle, c'est très difficile à lutter. Ouais, mais des attaquants rapides et techniques, il y en a quand même eu quelques-uns dans le championnat de première ligue. Là, je veux dire, mais indépendamment du fait que c'est une légende à Arsenal, c'est une légende de la première ligue. Je veux dire, Ah oui. il a quand même marqué ça. Bah, il a sa statue hein, devant Ouais, l'hémicycle. Ouais, bien Donc sûr. ouais, bah, voilà, quand tu ils statuifies les gens, sont, c'est qu'à un moment donné, bah, ils sont quatre à l'avoir. Ouais, il y a Bergkamp, Henry, Arsène, Arsène, et Arsenal. le premier, c'est, je sais plus, Sherman? il y a Non, Denis, non? Il n'y a il y pas a, Ber- Denis, hein. il y a Bergkamp, il y a Henry, il y a Arsène la dernière, et la toute première qu'il y avait, c'était, je sais plus comment il s'appelle. Ça me reviendra Chapman? Non, peut-être. c'est pas Ouais, c'est Chapman. ça. Si, c'est ça. Ouais, il me semble que c'est lui, ouais. Donc du coup, ouais, moi, quand il est arrivé, alors moi j'adorais son jeu, mais de dire que X années après, donc Si, 6 ans, si, non, 7 non, moi, ans, j'avais pas de doute parce qu'en fait, l'Angleterre aussi était un championnat qui était prédisposé à ses qualités. Il y avait quand même un football total. On jouait souvent sur des défenses, des fois, qui respectaient pas une certaine tactique. Il y hmm, avait des fois, ça partait dans tous les sens sur le terrain, sur le plan tactique au niveau de l'adversaire. Donc, quand tu as en face de toi un joueur intelligent dans le mouvement, qui est rapide, explosif, et qui en plus arrive à contrôler le ballon, bah, c'est un gruyère le truc des fois, hein. ok. Et Donc Manu, est-ce que tu te doutais que son surnom serait l'Anaconda, Thierry Henry? Non, jusqu'au premier jour. Non, c'est une question que je pose comme ah ça. non, 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 bah ça, c'est depuis longtemps, hein. Il est né avec, hein. Il n'est pas allé voir Valdemar Kita hein, pour ça, hein. Oui, c'est vrai. Ah, ouais, c'était Oui, ma c'est question. vrai, ouais. Ouais, c'était la question. Peut-être qu'il faudra que j'aille voir Valdemar qui t'aboie. Vas-y, Ah, ça, Raoul, je je te sais laisse, pas. je te laisse reprendre. Non, il y avait encore un autre sujet que je voulais aborder sur la partie Arsenal avant d'évoquer ce départ dans les années 2000, mais du coup, ton Anaconda, il m'a coupé la parole. Ah, pardon. Non, mais il n'y a Ouais, pas de. surtout que j'ai pas énormément de temps, les gars, donc si on pouvait. Ouais, ok, je vais aller à l'essentiel. Du coup, 2000, tu t'en vas d'Arsenal. Ouais, Très honnêtement, pour la plupart de nous, on estimait qu'à l'époque, quand tu pars d'Arsenal, c'est parce que tu as 30 ans. Et on sait ouais, qu'à l'époque, Arsène, il faisait une recondition d'1 an
pour les Mm. trentenaires et il voulait pas déroger à cette règle-là. Ah, la Et mentalité française, hein. Dès que tu passes 30 ans, t'es fini, t'es plus un joueur de haut niveau. est-ce que tu crois que c'était vraiment le raisonnement d'Arsène ou est-ce que tu penses vraiment Non, que je pense c'était qu'il avait aussi d'autres options. Il voulait tourner une page. Je pense qu'il avait en tête justement certains joueurs avec peut-être une autre tactique et probablement aussi une autre vision sur le plan sportif. Mais moi, en fait, je suis parti à Barcelone. Pourquoi? Parce que déjà pour une femme, parce que voilà, mais aussi sur le plan sportif, je me suis dit Barça, c'est à l'époque, c'était quand même un des plus grands clubs au Hmm. monde. Ça l'est toujours. Et mais à l'époque, c'était vraiment, ils faisaient partie d'une petite élite avec le Milan AC, la Juve, Real Madrid, Bayern. Ils sont toujours aujourd'hui, mais certains ont un peu disparu. Et sincèrement, je me suis dit, bah, mon seul truc qui manque au palmarès, c'est une Coupe d'Europe. J'avais échoué à 2 ou 3 reprises. Et je me suis dit, j'ai peut-être plus de chance, puis tu connais une autre culture, finir ma carrière dans un grand club comme ça, c'est bien aussi. Ça n'a pas été une réussite, mais sincèrement, oui, si j'ai un, oui, quelque part, j'ai un regret d'avoir quitté Arsenal parce que j'étais super bien là-bas, je m'éclatais, je m'épanouissais et j'avais une relation avec les supporters, mais également les joueurs et les gens du club qui étaient extraordinaires. Donc, tu connais l'adage, hein, c'est l'herbe souvent n'est pas plus verte ailleurs. Ouais. Donc, Mais notamment dans l'interview que tu fais face à Joanne, souvent tu expliques que ton choix de départ, il a été fait sur un choix personnel plutôt que professionnel au départ, avec ton épouse de l'époque. Et là, dans le bouquin, en gros, je la fais très rapide, tu es en voyage de noces, si je me trompe pas, pendant 15 jours sur une île où tu n'as aucun contact téléphonique ni quoi que ce soit, et quand tu reviens à l'hôtel, on te dit que le club, Carsen, etc., essaie de te joindre et que finalement tu commences à prendre les appels de ton agent et que Barcelone s'est positionné. Et dans ton livre, tu dis que un simple coup de fil avec Arsène t'a fait comprendre qu'il ne comptait plus sur ouais, toi. ouais, c'était en voiture, je m'en rappelle, il faisait super beau comme aujourd'hui. C'était en voiture, j'étais, je crois, dans le 8e arrondissement. Et je me rappelle de cette conversation téléphonique qui n'a pas duré longtemps. Où Arsène m'expliquait que le club s'était entendu avec Barça, que dans le deal, il y avait également le départ de Marco Overmars et que tout était OK pour les deux clubs, qu'il fallait que maintenant que je puisse m'entendre avec le Barça. Donc j'ai senti de cet appel qui a été très rapide, même si il a été gentil, hein, Mm. que bah il me désirait plus. Donc c'est un peu dans la relation d'un couple. Quand tu sens qu'il y a quelqu'un et qui ne souhaite plus vivre avec l'autre, pourquoi s'acharner? Euh, voilà, donc comme il y avait une volonté pas féroce, moi, de partir également pour différentes raisons, même si j'avais une partie de moi qui voulait rester à Arsenal, bah, j'ai senti qu'en fait j'étais convaincu quand Arsène m'a parlé. Là, j'ai senti que voilà, bah, il y a plus rien à me retenir à Arsenal parce que je me sentais plus désiré en fait. Donc c'est pour ça que je suis parti. Et du coup, pour gagner du temps, s'en suivent les 4 dernières années de ta carrière, un an à Barcelone qui est un véritable enfer, de par Non, le c'est pas vestiaire. un enfer, c'est très très compliqué, mais c'est pas un enfer, je dirais pas jusque-là, parce que sincèrement, l'enfer, il est sur Terre ici depuis pas mal de temps, donc pour certaines personnes. Donc, en ce qui me concerne, ça a été très compliqué, mais on peut pas dire enfer, non, je gagnais très bien ma vie. C'est juste que j'imaginais pas du tout qu'un grand club comme le Barça, même avec une identité extrêmement catalane, puisse fonctionner de la sorte et surtout dans ses relations humaines. Ça a été pour Mm. moi un tremblement de terre, quoi, une désillusion totale. Mais surtout en partant d'Arsenal, où je pense qu'il y avait quand même Ah oui, il y avait un peu de l'humain famille. qui était mis Ouais, bah en oui. avant. Et du coup, l'aventure ne dure qu'un an, s'ensuit un contrat de 3 ans à Chelsea. Tu diras également, je crois que c'est aussi avec Johan, tu diras également que en fait, ton ego a fait que tu n'es pas revenu à Arsenal. Mon ego et aussi la sagesse. Mon ego, parce que comme je te l'ai dit juste précédemment,
quand tu te sépares de quelqu'un, ça peut arriver que tu te remènes avec cette personne, mais Mhm. je ne vois pas pourquoi tu irais revivre avec une personne avec laquelle tu as vécu énormément de temps, dans la mesure où si tu es parti, c'est pour de bonnes raisons. Donc, quelque part, pourquoi tu essayes de te convaincre que tu vas revivre dans le passé les mêmes aventures, les mêmes émotions? En plus, il va y avoir toujours dans l'esprit des gens l'envie de comparer ton retour avec ce que tu as fait. Donc, quelque part, tu te mets une double pression sur toi. Et puis, oui, l'ego, ça a été de dire, bah, t'as pas tout fait pour me retenir, il n'y a pas de raison que je revienne, en fait. Ouais, bien Donc, sûr. c'est Ouais. de l'ego déplacé. Voilà, c'est une fierté déplacée. Mais, euh, mais en fait, ma plus grosse erreur, en fait, c'est de ne pas être revenu en Angleterre. Je pense, de ne pas avoir signé pour Manchester United quand Alex Ferguson m'appelle 2 fois et qui souhaite me faire venir à Old Trafford. Moi, je m'imaginais pas aller vivre à Manchester. Manchester, à l'époque, c'était pas du tout la ville qui est développée aujourd'hui. Donc, j'ai besoin d'avoir une vie sociale. Je dis pas que Manchester, c'est Mhm. pas bien. Non, c'est une très belle ville maintenant. Mais Londres, c'était différent quand même. Et moi, la proximité de Paris aussi me plaisait bien. Donc, j'avais mes habitudes, mes amis à Londres. Enfin voilà, c'était très compliqué pour moi d'aller à Manchester. Encore une fois, j'ai pris une mauvaise décision parce que ça n'a pas été vraiment basé sur le plan sportif, même si Chelsea à l'époque avait beaucoup de stars. C'était un club endetté. Monsieur Ken Bates voulait vendre son club. Il trouvait Roman Abramovich et tout le monde connaît l'histoire. Donc c'était différent. Même si j'ai connu des belles choses aussi avec Chelsea, avec les supporters, mais aussi avec certains joueurs. C'est une belle saison également. Mais ma blessure au genou a été telle que j'ai jamais pu donner vraiment La le meilleur de plénitude, moi-même. ouais. Je l'ai fait la première saison, mais les dernières saisons étaient très compliquées. Euh, et du coup, bah, tu décides de mettre un terme à ta carrière, alors sans l'annoncer, tu l'expliques. Si je l'ai annoncé dans une chambre Ouais, d'hôtel. mais voilà, ouais, t'as pas fait. Bah, c'est comme, vas-y, arrive à trouver une photo de moi où on nous donne des trophées, Coupe de France, Coupe d'Angleterre, Championnat de France, Champion d'Angleterre ou les Championnats d'Europe ou la Coupe du Monde. Il y a effectivement des photos avec moi avec le trophée, mais c'est très rare. Hmm. J'en faisais la réflexion justement récemment avec des amis qui me demandaient si j'avais des photos de moi, machin. Et il y a des photos de moi qui circulent, mais elles sont rares. On voit quasiment jamais quoi. C'est faire les célébrations. Même lors de la Coupe du Monde en 98, à l'issue du match, je suis avec Fabien Barthez. En train de fumer des clopes dans une. Ouais, dans la Ouais. salle, exactement, pendant que tout le monde est en train de célébrer la Coupe du Monde. Donc, Ouais, mais je c'était une sais façon de pas. fuir. C'était aussi une façon de fuir les politiques, tu disais à l'époque. C'était Oui, le côté. aussi, mais j'ai jamais eu ce truc-là, en fait. J'adore communier ma joie avec tout le monde lorsqu'on gagne, lorsqu'on célèbre quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais j'ai du mal à me montrer. Je veux pas faire le faux humble, hein, rassurez-vous. Hein, ah non, non, je sais pas du tout, mais c'est la réalité. Jamais je me suis précipité à me mettre dans les premières places pour faire la photo, pour que ça fasse le tour du monde. On fout un peu de ça, tu vois. Au contraire de Robert Pires, qui lui a toujours été très Ouais, ouais, touche stratégique pas dans à les Robert. Hein. photos, très stratégique dans les photos, notamment à la Coupe du Monde. Euh, je, Ah, je, je- Rivard et Robert. Alors du coup, c'est vrai que on a pris beaucoup de temps et du coup, je pense que ton temps est précieux. Et il y avait un autre volet que je voulais aborder, c'était la partie consultant, mais je suis pas sûr que tu aies encore quelques minutes à nous accorder Il est quelle sur heure ça. là? Parce que j'ai un Il est deux heures rendez-vous, il est moins le quarante-trois. quart. Bah allez, quelques minutes, allez, pas Ok. plus. Du coup, le rôle de consultant, Ouais. alors c'est là où le franc-parler, moi, j'aime vraiment beaucoup. L'analyse aussi. Tu avais notamment, il y avait une émission qui s'appelait Le Vestiaire, Ah, où tu j'adorais. Hein. étais avec Franck Leboeuf Christophe et avec Dugarry, d'autres, ouais. William Gallas, ouais, on était pas mal d'anciens joueurs. Et franchement, c'était vraiment cool parce Ouais, on entendait l'analyse du foot d'aujourd'hui en comparaison des avec ce qui se passait, anecdotes, etc. Et ouais. franchement, et du coup, bah, le franc-parler de dire, bah, voilà, ça se serait pas passé comme ça, ce jour-là, à notre époque, il n'aurait pas levé un doigt plus haut que l'autre, etc. C'était vachement intéressant. Il y avait aussi cette télé-réalité qui s'appelait Passe décisive, où tu étais avec Galas et avec Oui, Roland bah, Courbis. c'est marrant parce que à Londres, il y a 4 jours, lundi, j'ai revu quelqu'un justement qui a fait partie de ça, du Cosmos Saint-Denis, Et ben, c'était une de mes questions, c'était est-ce que, alors déjà, avec Mourad, le président et pour tout. quelqu'un qui Donc, était assez en retrait des médias, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné,
dans ton rôle de consultant, tu te Alors, laisses tenter par l'aventure ben qui est moi, quand même j'ai une toujours été télé-réalité, quand même, proche du du foot foot amateur. Ouais. amateur. On est tous issus du foot amateur. J'ai toujours gardé une fibre à ce niveau-là. Je sais même à un moment donné, bon, il y a assez longtemps, je suis retourné au bord des terrains, mais sans véritablement vouloir passer des diplômes. Je voulais être là en tant qu'accompagnateur. Je travaillais dans pas mal de domaines différents, donc de façon bénévole. Et c'est pour ces raisons-là, en fait. Euh, J'ai oublié ta question là. J'étais en train de, je dois te passer, je viens de voir passer quelqu'un qui. On le salue. Non, la question c'était pour quelqu'un qui est quand même très éloigné des réseaux sociaux et de toute la partie numérique, tu as quand même accepté de faire une. Pour moi, ça reste une télé-réalité puisque tu Oui, venais en aide. le Cosmos Saint-Denis, on l'a fait pour la simple raison, c'est que, bon, on a été payé pour ça déjà, hein, Ah, faut dire les choses telles qu'elles sont, mais ça nous a plu aussi le projet. C'est pour ça qu'on l'a fait. Il y a des choses qu'on n'acceptait pas de faire. Mais ça, on l'a accepté parce que c'était le lien. Et puis, il y avait aussi le contraste. C'est un petit peu les favelas au Brésil. Alors, ne voyez pas les mauvaises choses partout. Quand tu vois le Cosmos Saint-Denis, c'est au pied du Stade de France. ouais. S'il y a un contraste lunaire entre les deux. Et ça nous a plu aussi. Ça nous a plu aussi de voir que bah, c'est beaucoup de personnes attachantes qu'on a rencontrées avec des parcours chaotiques, accidentés sur le plan professionnel, mais sur le plan privé également. Des joueurs aussi, des personnes qui étaient en souffrance et qui se retrouvaient dans une structure associative sportive, notamment l'Union du foot, et qui retrouvaient en fait une deuxième famille, un but, un sens. Le sport aussi les a beaucoup aidés. Une certaine rigueur aussi, le respect aussi dans la hiérarchie. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont très très bonnes dans le sport qu'on peut intégrer dans la société civile. Et le Cosmos Saint-Denis, ça a été une très belle rencontre, à la fois à travers son président Mourad, mais également tous les joueurs. Je me rappelle Castello, enfin, je me rappelle, désolé les gars, je me rappelle plus vraiment de vos noms, mais vos visages sont toujours là. Le Python de Castello ou les blagues. Enfin, il y a tellement de joueurs qui ont été attachants. Et les garçons, bah, ils sont montés quoi, en fin de saison. Et il y avait une ambiance, une cohésion qui était incroyable quand on est malheureusement parti après la saison, après X mois. Le projet n'a pas été renouvelé avec RMC et l'émission Vestiaire également pour des raisons strictement budgétaires. Et puis on a vu ce que ça a donné aujourd'hui puisque le groupe a été revendu à un nouveau propriétaire. Mhm. Donc c'est dommage parce que l'émission Vestiaire, le Cosmos, on en a parlé encore en début de semaine et l'émission Vestiaire, on m'en parle quasiment tous Ah les oui. 2 semaines. Les gens Ouais, mais m'arrêtent dans la rue. c'est ce côté franc, Et ils nous disent, ouais, discute. c'était super C'était cette trop bien. émission Ouais. et ils comprennent pas en fait pourquoi ça s'est supprimé. Donc c'est simplement et uniquement pour des raisons budgétaires. Voilà. Fallait baisser vos tarifs. Bon, on n'était pas très cher, hein, sincèrement, quand tu Non. connais. Enfin Après, bref. c'est surtout les coûts de production et compagnie qui doivent être assez importants. Bah, c'est pour des Euh, chaînes privées avec abonnés, ouais, c'est compliqué. Sur des chaînes nationales, c'est plus simple. je m'en doute. Ouais. Je vais pas aller au-delà. Je sais que Méchat avait préparé un petit truc pour Manu. C'était mieux avant. Je te propose de le terminer avec ça et on Vas-y, remerciera après Manu vas-y. de sa présence. Alors Manu, le joueur le plus fort avec lequel vous avez Oh, joué? c'est compliqué de répondre à ta question. C'est un Bah, peu vous avez le droit de pas le répondre. 11 Vous de avez le droit de pas légende, répondre. c'est compliqué à en faire un. Donc, je sais pas, moi, Alors, Zizou, Zola, Bergkamp, Titi Henry, Rivaldo, ok. Kanto, enfin, il y en a, voilà. Arsenal de la fin des années 90 ou Arsenal d'aujourd'hui? Lequel vous préférez? Alors, j'aime les deux. J'aime profondément ce club. Mais je dirais ma génération parce que c'est celle que j'ai connue et on a été les premiers à tourner à réécrire une nouvelle histoire en fait. Et on est arrivé en fait en cours de chemin. Et puis ça me rappelle Highbury, ça me rappelle beaucoup de choses en fait. Les Invincibles ou Manchester City de 2022-2023? Waouh! Putain, c'est compliqué les générations. C'est comme si tu me demandais est-ce que l'équipe qui a gagné le triplé à Manchester à mon époque, est-ce qu'elle battrait l'équipe de City aujourd'hui? Je pense que City aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour les Invincibles, City, ça reste quand même une référence depuis X années, quoi. Ok. Highbury ou l'Emirates? Il est beau l'Emirates.
mais je préfère Highbury. Et même si c'était une attendance de un peu moins de 40 000 personnes, à Highbury, c'est 60, un peu plus 65. L'ambiance, la proximité, c'est les stades encore avec les pylônes, avec les banquettes en bois, avec le rapprochement des tribunes à 1,50 m de la pelouse. Tu fais la touche, bientôt, tu peux discuter avec le gars derrière toi. Puis le respect aussi, à l'époque des hooligans, il n'y avait pas de protection, il n'y avait pas de barrière. Donc, il y avait un côté éducatif aussi qui me plaisait beaucoup. Aujourd'hui, il y a des grilles partout. Donc, on responsabilisait les gens et surtout, on était dur dans les sanctions aussi à cette époque-là. Donc, oui, je préfère Highbury, ouais. Le football total ou le football de possession? Les deux. Un mélange des deux. Wenger ou Arteta? Moi, non, j'allais dire Arsène, pour ce qu'il a représenté pour moi en tant qu'individu, dans mon émancipation. Arteta, j'ai un énorme respect et je suis content de l'avoir défendu dès ses premières heures à Arsenal, malgré les tempêtes qu'il a traversées pendant 2 ans. Je suis très content de voir qu'Arsenal ait retrouvé son ADN et surtout sa véritable vision et un cap avec des joueurs compétents, mais aussi avec de grandes ambitions. Et je pense qu'Arteta a une rigueur et, comme on dit en Angleterre, is ruthless. Il est beaucoup plus dur qu'Arsène Wenger dans le management. Je pense que c'est la seule différence entre les deux. Manu Petit de Monaco ou Manu Petit d'Arsenal? Ah, j'ai adoré les deux, hein. Et j'ai fait de très belles saisons avec Monaco aussi, hein. Je peux pas dissocier les deux. J'ai été formé à Monaco, j'ai vécu de superbes années là-bas. J'ai vécu beaucoup moins d'années à Arsenal en ayant vécu aussi de superbes années, donc très compliqué là. Je vais prendre un joker là. Ok. Et la dernière, et après je t'embête plus. Champion du monde ou champion d'Angleterre? Champion du monde. Ah, y a pas photo les gars. Oh. Yallah, champion du monde! Eh oh, les gars. Alors partout où je vais dans le monde, on me parle de l'Angleterre, Arsenal parce que c'est un championnat qui est diffusé dans le monde entier et qu'on a marqué les esprits, mais l'équipe de France, ça reste au-dessus. Ton pays restera toujours au-dessus de n'importe quel club. Ouais. Tu peux avoir gagné 10 Champions League avec le Real Madrid. Si tu gagnes une Coupe du Monde, bien sûr, ça restera très, très important et les gens t'identifieront comme étant un joueur majeur de l'histoire du Real Madrid. Mais quand même, quand tu gagnes une Coupe du Monde, Ah, on puis, dépasse le cadre du foot. Ouais, Là, on ouais. parle à tout le monde. Là, ça n'a rien à voir. et marqué en finale. Oh, bref. Bah oui, dans ton Ouais, pays, voilà, mais c'est comme si on jouait au loto, quoi. Je veux Mais dire, tu sais que des années après, encore maintenant, moi je sais où j'étais, je revois l'action, je revois les Bien cris sûr, des mais gens, ouais, moi aussi, je hein. revois tout ça. C'est un truc de dingue. on en parle Et ouais, tous vas-y, Bah les vas-y, oui, jours, toi. tous les c'est jours, sûr. partout où je vais, les gens m'en parlent. Mais très bien, mais moi ça me va, hein. Bah, ça restera une fierté à vie, je Mais crois. c'est la fierté en fait d'avoir touché des gens qui à la base ne sont pas supporters ou ne le Mm. font, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est la beauté du sport, c'est de réunir tout le monde. Bah, on a vu, moi j'avais quoi? J'avais 17 ans. On a vu la France changer entre les matchs de phase de poule, les quarts, les demi, Ouais, les l'engouement a huitièmes, changé. quarts. L'engouement a changé, les Russes arrêtaient de vivre, Mm. tout le monde était Ah dans ouais, les ouais. bars. Puis bon, à l'issue de la finale, C'était génial. l'explosion de joie, on n'a jamais vu Ouais, ça depuis la libération de c'était. la France. Et moi, je peux vous avouer, c'est ce que j'expliquais en Angleterre. Dans une intervention au début de semaine, on m'a posé la même question. Et je leur ai dit que c'était assurément la dernière fois où j'ai vu mon pays heureux et uni, ouais. Mm. C'est beau ce que tu dis. Mm. Ouais, ça remonte bien trop loin, du coup, tout ça, Ouais. malheureusement. Je vais commencer à te remercier, Manu, parce que franchement, pour nous, c'était quelque chose d'inatteignable Bah, je suis d'avoir quelqu'un ton contact. de très facile, hein. Non, mais je sais bien, mais Même du si j'ai coup, beaucoup de caractère et de personnalité, hein, je peux être très con des fois aussi, hein, mais je garde mon côté humain, hein. Ça, c'est quelque chose que je mais, cultive tous les jours. mais toi, de notre côté, on est des bénévoles, on fait des podcasts comme ça, on est écouté peut-être par 1000 personnes en ce moment sur des briefs de matchs, etc. On fait de l'humour, on parle d'un club que l'on aime, mais on ne sait pas toujours tout. Bah, faut rester comme ça, les gars, parce que Et le sport, le fait d'avoir pu avoir ton contact, alors je remercierai jamais assez les gens qui m'ont permis d'avoir ton numéro. Je te remercierai jamais assez d'avoir répondu, je pense, à peu près en 5 minutes au message où je te proposais de participer à notre podcast. Tu m'as dit OK, fixons une date. J'étais assez sidéré, pardon, et sur le cul. non, je suis Et tranquille comme gars, tu sais. j'espère vraiment que du coup,
peut-être certains de tes anciens coéquipiers, anciens d'Arsenal, entendront ce podcast-là ou en entendront parler et qu'ils accepteront les invitations qu'on pourra leur lancer. Parce que si on pouvait faire un hors-série tous les 2 mois avec des joueurs du club, ça serait juste magnifique. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Moi, j'ai encore 1000 questions, mais je vais les garder pour moi parce que voilà, le temps est précieux. Ça sera dans un autre Euh, podcast. Allez, avec un grand plaisir. Je te remercie pour tout, Michel. Merci de m'avoir accompagné. Je me suis pas Merci à évanoui, je me toi. suis merci pas les gars. effondré, donc c'était top. Et puis à très bientôt. Et n'hésitez pas à mettre des likes et à commenter ce podcast qui est Ouais, bah voilà. tag aussi, parce que moi je gère pas les réseaux sociaux. On m'a créé un truc en février. Alors, les Alors réseaux sociaux étaient un sujet que je voulais aborder avec toi, mais c'est j'ai un oublié compte, que tu c'est étais. un compte officiel, virgule bleu, là, je sais pas quoi, là. Moi je Ouais. sais pas, parce Mais c'est que j'ai sur rien sur quelle mon plateforme? Sur quelle plateforme? Instagram? euh, Insta, Instagram? Ok. Instagram, je crois, ouais. Parce que moi j'ai cherché tous les, j'ai regardé si Non, t'étais non, sur les c'est le réseaux. seul. Il y a beaucoup de comptes à mon nom qui sont pas officiels. Ouais. Certains, j'ai dû les faire annuler ces dernières années parce que voilà, c'était du grand n'importe quoi. Ok. Mais il y a beaucoup de comptes à mon nom qui circulent qui ne sont pas à moi. J'ai qu'un seul compte officiel, c'est celui d'Instagram. C'est d'ailleurs marqué compte Emmanuel Petit officiel avec la virgule. À l'heure actuelle, je crois Ah, être, Emmanuel Petit officiel, effectivement. Ouais. ouais, 20 000, je crois qu'on n'est pas loin de 20 000, un truc comme ça. Je l'ai créé Ouais. récemment. 18 700 followers, effectivement. Voilà, donc je l'ai créé récemment. Donc je savourer, je ne sais pas comment ça marche. Quelqu'un qui gère ça pour moi, même si j'essaye d'être le plus présent possible. Mais alors, c'était un petit peu de côté pendant les vacances. Et là, la saison reprend, donc là, on reprend là. Donc voilà. Bon, en tout cas, Après, j'espère que. les réseaux sociaux, on est obligé, voilà. Même si pendant X années, j'ai Hmm. refusé. Mais on me sollicitait tellement à ce niveau-là qu'à un moment donné, on m'a dit qu'il n'y a pas des côtés négatifs aussi avec les réseaux sociaux. Il y a aussi l'aspect positif quand tu sais utiliser les réseaux sociaux. Ouais. Donc, j'ai dit, ok, on va voir, on va faire un tir d'essai. J'ai dit, on se donne un an. On va voir, dans un an, on fait un bilan. Si on voit que c'est rien, c'est beaucoup de. Moi, j'abandonne. Sinon, si c'est bien, bon, on continue, on verra bien. Ok. Dernière petite question pour toi, Manu. Si tu devais nous conseiller un joueur, ami, ancien d'Arsenal, à recevoir sur ce podcast-là, qui aurait la même franchise que toi et peut-être le même humour, ça serait qui? Comme ça, allez. Ça serait qui? Parce que je sais que tu es très proche de Galas et de Pires. C'est quand même des amis à toi, je crois. William, je le vois dimanche d'ailleurs. Il fait un petit stop à Paris avant de repartir à Budapest. Je le vois ce dimanche, on va déjeuner ensemble. Sinon, il y a Robert qui est revenu s'installer ici à Paris, mais après, il y a aussi les Anglais, hein, mais il faut parler anglais. Alors, On parle anglais. on m'en a parlé. L'anglais n'est pas forcément un problème. C'est plus dans le côté doublage, du montage, du podcast, etc. Ouais, Parce c'est qu'on ça. est quand même, on est écouté par 95% de personnes qui vivent en France et tout le monde ne maîtriserait pas forcément l'anglais. D'accord. Donc, on Alors, va bah, les commencer par Français, les Frenchies. voilà. Mais j'ai récupéré le téléphone de Robert Pires. Je vais tenter. Je pourrais maintenant lui dire qu'on t'a eu et que s'il te demande ton avis, ben, j'espère Ouais. que tu lui diras plein de bonnes choses sur nous. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. C'était un vrai honneur. Je vais Merci beaucoup, pouvoir ouais. Bah, je vous en aller prie, les prendre une gars. douche. Et à très bientôt et bonne continuation sur les ondes d'RMC Merci. et en tant que consultant. À Bonne bientôt. continuation aussi Merci. à Ciao, vous ciao. aussi et Command Gunners, ok? Come on, Gunners. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manu. Salut les Merci gars. beaucoup. Ciao. Bye.